Allez, comme premier, place à notre invitée du jour, une surfeuse qui monte, Johanne Defay, championne d'Europe junior et championne senior également d'Europe. Bonjour Johanne. Bonjour. Et oui, elle passe dans la catégorie senior, elle n'a que 20 ans. C'est la débutante qui s'incruste chez les grandes. Alors je dis débutante parce que vous êtes en lice pour recevoir le titre de Rookie of the Year. Vous allez nous rappeler un petit peu les différentes catégories. C'est pas toujours très simple en surf. Il y a ce fameux World Tour réservé aux 17 meilleures surfeuses mondiales, c'est ça? Exactement. Voilà. En gros, il y a deux divisions. Là, en ce moment, je suis rentrée l'année dernière dans la première division, les 17 meilleures mondiales. Et les seeds, à la fin de l'année, il y a le tour, la première division et la deuxième division pour se qualifier pour ce tour. Il y a les promus, quoi, comme en football. Voilà, exactement. Et vous étiez une promue cette saison? De la première division. De la première division. Voilà. On va y arriver. En parlant football, on va y arriver. Quel bilan vous faites alors de cette première saison au top dans l'élite avec les pros, d'évoluer aux côtés des meilleurs? Alors j'imagine qu'il y a plus de monde, que la compétition est plus prestigieuse, que les courses sont plus belles à disputer. Ça change tout pour vous? Ouais, ça change. C'est complètement différent. C'est vraiment, comme vous dites, c'est vachement plus prestigieux. On a de très belles vagues et les filles sont... On est toutes là pour... on est toutes professionnelles et toutes là pour... on sait ce qu'on veut et on n'est pas juste là parce qu'on est arrivé là par hasard. Et c'est incroyable de pouvoir évoluer à côté d'elles. Et cette première saison a démarré assez difficilement justement à cause de ce prestige et tout ça, voilà, d'arriver là-dessus et de voir tous ces professionnels et qui ont tous leur routine, qui ont l'habitude, qui ont déjà surfé les vagues. C'est vrai que tu te sens un peu petite. Mais au final, vous vous en sortez super bien. Attendez, vous restez sur 2 demi-finales d'affilée, dont la dernière à Seignos, à la maison, et puis 3 quarts de finale. Donc c'est la meilleure saison de votre carrière chez les filles. Ouais, bien sûr. C'est exceptionnel. Comment vous l'expliquez alors? Si vous débutez mal, vous dites que vous êtes un petit peu peut-être en dedans au début, et puis au final, vous terminez comme une furie. J'ai pu rentrer, je suis partie 4 mois, j'ai beaucoup enchaîné entre la deuxième division et la première division, parce qu'on peut faire les deux. Et c'est vrai que ça a beaucoup enchaîné, les voyages, les défaites, etc. Et j'ai eu du mal à me remettre dedans. Et j'ai passé un petit temps chez moi à La Réunion entre-temps, j'ai reparlé avec mes coachs, redéfini les objectifs, etc. Et c'est vrai que je suis repartie. Après, je n'y ai jamais pas cru. Enfin, vous n'avez jamais baissé les bras. Voilà. Et du coup, ça a commencé par un quart de finale au Fidji. Et j'ai fait un deuxième quart de finale. Et c'était objectif par objectif. D'abord reproduire le quart de finale. Ensuite, les demi-finales. Voilà, il manque une pas finale les demi-finales. Et maintenant deux demi-finales. Et la dernière étape au Portugal, ça faisait un moment qu'on voyageait. Et émotionnellement, physiquement et tout, j'étais un peu plus fatiguée. Donc c'est vrai que... je pense, j'étais un peu fatiguée. J'aurais pu faire mieux, je me dis, mais... Au final, c'est déjà bien. Alors, aujourd'hui, si on récapitule au classement, vous êtes 8e. Si le classement ne bouge pas, ça voudrait dire que le maintien dans l'élite, c'est dans la poche, puisque ce sont les 10 premières qui restent en lice pour le World Tour 17. C'est pas encore fait mathématiquement, mais c'est tout comme, hein, c'est ça? Voilà. C'est pas encore fait. Il faudra un concours de circonstances. Parce qu'il reste encore une course. Voilà, il reste encore une compétition, pardon. Faudrait que... Oui, pas une course, j'ai les chevaux. que je perde au premier tour et que certaines filles fassent un certain classement. Mais bon, vu que j'y vais pour gagner... Alors, l'une arrive dans ce World Tour 17, dans cette catégorie de l'élite. Et puis, l'une va peut-être en sortir. Je parle des Françaises et je parle de Pauline Hadot, qui a longtemps été la seule Française parmi l'élite mondiale. Vous l'avez rejoint cette année. Eh bien, elle pourrait peut-être en sortir sans doute l'an prochain à cause de résultats moyens. Elle est actuellement 14e. C'est mauvais signe pour elle, là. Ouais, ça a été assez compliqué cette année. Moi, j'ai logé avec elle plusieurs fois. On s'entend très bien. J'étais très contente de pouvoir la voir cette année. C'est pas vous qui la poussez dehors, rassurez-nous. Non, enfin j'espère. Non. Chacune se bat pour sa place. C'est vrai que elle s'est battue aussi pour sa place. Bon, cette année, ça a été un peu moins bien pour elle, mais enfin, moi, elle m'impressionne et j'apprends beaucoup d'elle parce qu'elle est très professionnelle et que c'est la seule Française à avoir fait tous les exploits qu'elle a fait. Vous êtes copine dans ce milieu? Parce qu'après, c'est quand même chacun pour soi. Vous êtes régulièrement confrontées l'une à l'autre. Comment ça se passe? Mais en même temps, c'est rare les Françaises, donc on doit se serrer les coudes aussi. Non, je la connais depuis longtemps, on a fait des pro juniors ensemble, etc. Donc c'est vrai qu'on est copines, on arrive bien à faire la part des choses, je pense. Après, t'es obligé, parce que si tu voyages toute l'année et que t'as pas de copine et que ça devient difficile. Hein. On est loin de chez soi, etc. Donc c'est vrai qu'on a besoin de soutien
Et Pauline en est un pour moi et j'espère que j'en suis un pour toi. Alors il reste une dernière étape de ces championnats du monde, ce sera fin novembre à Maui, à Hawaï, pour finir en beauté, un petit peu de pression j'imagine, parce que c'est là que tout va se jouer pour vous et pour Pauline aussi du coup. Oui, c'est vrai. Bah, je ne pensais pas aller à Maui aussi sereinement, je pensais que j'allais être plus sur la sellette, mais je suis très contente. Je serais contente d'y aller, là, de revoir des images de compète, ça me donne envie et je pense qu'il va y avoir des bonnes vagues, donc on verra bien. Mais... Quand on fait partie de cette première division, j'imagine qu'on n'a plus du tout envie de la quitter puis de retourner dans l'antichambre entre guillemets. Ouais, c'est sûr. L'objectif pour vous, quart de finale, ça suffirait? Demi-finale, ça sera encore mieux? Ça suffirait. Demi-finale, ça sera encore mieux. Et j'aimerais vraiment atteindre une finale. Ça serait déjà ce serait votre première. Ça serait génial. Super. On rappelle juste que vous avez dû faire l'impasse il y a 15 jours. On a diffusé les championnats de France à Osgore. On en a parlé longuement. Ça a été une grande fête du surf. Vous n'aviez pas pu y être. Évidemment, pour d'autres compétitions, on privilégie les championnats du monde aux championnats de France dans ces cas. Oui, effectivement. Après, à ce moment-là, j'avais pas de compétition, mais... j'avais envie de rentrer chez moi à La Réunion entre deux, histoire de me ressourcer. C'est vrai que le haut niveau, c'est aussi ça, gérer les parties où il faut se reposer, les parties où il faut être à fond, où il faut s'entraîner, pas s'entraîner. Et le repos, c'est important. Donc c'est vrai de sortir un peu de ce milieu. J'ai fait un petit break en surf et comme ça, je suis 3 fois plus motivée pour repartir. Et quand on se repose, j'imagine qu'on regarde quelques films ou qu'on lit quelques livres. Ça tombe bien, Johanne Dufay. Dans un instant, on va apporter un petit peu de culture à ce monde de sport avec Xavier Barret qui va nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, un petit peu de détente avec le zapping. Voilà pour le zapping. Et pour nous parler maintenant de toute l'actualité culturelle liée au sport, Xavier Barret nous a rejoint. Pourquoi il me fait les gros yeux? Bonjour France. Il lit tout, il voit tout, il enregistre tout. Bonjour Xavier. Vous allez bien? Très bien. Je voudrais qu'on dise peut-être un petit mot, puisqu'on parle de culture, d'abord de surf avec notre invité, Johanne Dufay. Alors moi, quand je pense à un film lié au surf, j'ai Point Break et Brise de Nice. Pardon pour les références, mais je crois que j'ai plus ou vous, moins c'est les pareil. mêmes. C'est quoi les références de films en surf? Il y a des films pour le public en général, c'est vrai que c'est ceux-là. Après, je suis pas très douée niveau culture film. Vous êtes douée pour le pratiquer, mais c'est pas la même chose. Mais on a pas mal de films de surf dans le milieu. On regarde, c'est plus la technique, des endroits, des surfeurs qu'on connaît. Donc c'est vrai que ça nous touche, mais sûrement pas le grand public. Xavier, on reste dans la glisse? Oui, on va passer de la mer à la montagne avec ça glisse, ça glisse aussi avec un très beau film que j'ai eu l'occasion de voir récemment qui s'appelle Higher, qui est produit par Jeremy Jones, enfin qui est tourné par Jeremy Jones avec une grosse équipe. Et Jeremy Jones, c'était un des champions de snowboard des années 90-2000. Et il a donc réalisé 3 films. Là, c'est le dernier. Le premier, c'était Deeper en 2010. Il y a eu ensuite Further en 2012. Et cette année, donc, Higher, encore plus haut. Et donc, son objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Et il va aller jusque dans l'Himalaya pour descendre l'Everest en snowboard. Alors c'est une vraie quête qui est très intéressante parce qu'au départ c'était un champion dont le but c'était seulement la performance, il se faisait parachuter au sommet et il descendait les pistes vierges. Et puis maintenant il a mis un peu d'humanité, d'écologie dans sa démarche. Et là où il se faisait avant parachuter au sommet, maintenant il monte à la force de l'homme, je serais tenté de dire. Voilà, donc ça donne lieu, ce film, à vraiment de très belles images. D'abord en Alaska où il réalise ses premières performances, et puis ensuite donc dans l'Himalaya, ces très belles images que vous apercevez à l'écran, l'expédition avec ses yaks chargés de matériel, et puis donc il va monter au sommet de l'Everest pour le descendre en snowboard. Seulement quand vous arrivez au sommet après être monté à la force des bras, forcément vous n'avez plus la même lucidité pour le descendre, et c'est là où on retrouve l'homme. Et c'est là où ce film est vraiment intéressant. Au-delà donc de l'image pure, il y a vraiment cette quête du rapport entre la performance et la nature. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Ça, c'est pour le film de la semaine, donc ailleurs. Et puis littérature, à présent, chaque semaine, vous allez nous montrer un petit peu les trouvailles que vous avez dû lire, parce que j'espère que vous les avez lues toutes. Il faut. Et de toute façon, c'est la semaine des prix littéraires. Il y a le Renaudot, le Goncourt, le Fémina, l'Interallié. Et puis il y a aussi le Jules Rimet, du nom du l'ancien président de la Fédération française de football, créateur de la Coupe du Monde qui a porté son nom jusqu'en 1970, et donc est remis demain à Saint-Ouen, donc le 3e prix Jules Rimet, avec un jury
haut en couleur, Denis Jambard, Raymond Domenech, Bernard Fixot, Patrice Haddad, et puis aussi Yves Rimet, le petit-fils de Jules. Et donc parmi ces livres, il y en a 3 donc, qui sont donc, 3 livres de foot, forcément ? Non, pas forcément, justement. En fait, il y en a 2 qui ont rapport avec des expériences très personnelles vécues par les auteurs. Lola Lafont pour la petite communiste qui ne souriait jamais, et Olivier Gage pour l'éloge de l'esquive. Et ce sont des rapports, je pense qu'on on les voit dans le synthé, ce sont des histoires qui sont liées à leur expérience personnelle, leur appréhension, soit du football, soit de la performance de Nadia Comaneci à la poutre en 1976 en gym, voilà, le fameux 10 à la poutre qu'avait eu la Roumaine. Et donc à partir de là, ils racontent des histoires, des sentiments, de ce qu'ils ressentent par rapport à ces exploits, ces performances sportives. Celui de Gage, quand on ne connaît pas l'histoire du football au Brésil, est vraiment très intéressant, ça se lit vite, c'est sympa, c'est bien écrit. C'est un style très enlevé, c'est très agréable. Maintenant, moi, ma préférence, elle va aller à une œuvre plus originale, qui est celle d'Eduardo Sacheri, un Argentin. Petit papier au gré du vent. Exactement. Alors, c'est un sacré pavé, il y a 500 pages. C'est une histoire, vraiment, c'est du vécu. Ça part d'une bande de copains qui est passionné de football, bien sûr, comme tout le monde en Argentine. Et puis, à partir de là, il y a l'un d'eux qui disparaît, tragiquement, qui laisse une fille orpheline et surtout une grosse dette, parce qu'il a misé sur un joueur de football qui pensait être un espoir et sur lequel il espérait gagner un peu d'argent et qui, en fait, se révèle être un tocard. Donc, à partir de là, vous imaginez toute l'histoire. Pour essayer de récupérer de l'argent, on essaye de transférer le joueur en Arabie Saoudite. Enfin bref, des histoires incroyables. Et puis au fond, en plus, cette rivalité entre des gens qui restent passionnés de football, entre celui qui préfère Independiente, celui qui préfère Boca Juniors. Là, on y est vraiment dans le football. C'est la passion. C'est ma préférence. Joanne, vous lisez un petit peu en compétition ou hors compétition? Il y a des livres de sportifs, de sport qui vous ont marqué? Récemment, j'ai lu Le mental des champions. Le mental des champions. J'ai pas encore fini, donc c'est vrai que... Parce que vous en avez besoin, peut-être. Oui, effectivement. Effectivement, non, c'est vrai que puis ça illustre beaucoup d'exemples que certains sportifs ont eus. Et c'est vrai que je suis plutôt... j'aime bien les exemples et pouvoir me comparer un peu. Et ça m'a beaucoup aidé. S'inspirer d'autres champions. Il y a des BD aussi, je crois que vous avez un très court... Toutes les semaines, vous aurez une BD. Et là, cette fois-ci, je vous ai apporté Les Légendes du Tour aux éditions Paquet, qui est... alors, c'est un très beau livre avec un dessin qui est pas... C'est pas de la ligne claire, c'est assez moderne comme dessin, avec des histoires qui sont racontées de façon très sympa. Et l'auteur, c'est un Néerlandais, Jan Klein, ce qui permet de découvrir une vision de l'histoire du Tour de France un petit peu différente de celle qu'on a, nous, quand on fait du franco-français, puisqu'il ressort forcément un peu les héros néerlandais de la Grande Boucle. Donc très sympa, chez aux éditions Paquet. Vous voyez ces dessins qui sont très modernes. On est un peu loin de la ligne claire. Mais... C'est très bien, on va regarder ça.